C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours sur la physiologie du sang. Dernier cours pour le chapitre, pour la partie de la physiologie cardiovasculaire, toujours la première unité de la deuxième année, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Avant de commencer notre résumé, on remercie tous les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement le professeur Kadim, pour le magnifique diapo de cours. Sans plus tarder, on commence notre résumé. Le sang est le troisième constituant de l'appareil cardiovasculaire, après le cœur et les vaisseaux de conduction des vaisseaux sanguins. C'est un milieu physiologique très important qui est constitué d'une phase liquidienne appelée plasma, qui est constituée en grande partie d'eau, avec plusieurs éléments, des protéines plasmatiques, des ions et des nutriments et des déchets métaboliques. En plus de ça, le sang va contenir des éléments figurés, des éléments cellulaires, des cellules comme les globules rouges ou les globules blancs, ou alors des fragments de cellules, des fragments cellulaires qui seront les thrombocytes, nos fameuses plaquettes. Le volume total du sang qui va circuler au niveau de notre corps sera de 8% par rapport à notre poids du corps. Le plasma, la phase liquidienne, va représenter 55% de ce volume. Le sang assure plusieurs fonctions au niveau de notre organisme. Il va permettre de transporter et d'apporter l'oxygène avec les nutriments aux cellules, de transporter le CO2 et les déchets métaboliques vers les poumons et les reins respectivement, de transporter des facteurs circulants, et des hormones qui vont avoir un effet spécifique sur certains organes, de maintenir la température corporelle et le pH sanguin à un niveau adéquat, de prévenir des infections de type bactérienne, virale, parasitaire ou autre par le biais du système immunitaire et des globules blancs, et de prévenir des hémorragies par le biais de certains phénomènes qui permettent l'arrêt du saignement, qui seront du coup les phénomènes de l'hémostase par le biais des plaquettes. Le plasma est donc un liquide jaunâtre légèrement visqueux qui va être constitué en grande partie d'eau, en 90%, avec plusieurs éléments, des solutés, dont des nutriments, des gaz, des hormones et surtout des protéines. Des protéines qui vont être représentées, des protéines plasmatiques qui vont être représentées à 60% par l'albumine. Cette composition va varier évidemment avec l'activité de plusieurs organes. Les éléments figurés, eux, sont répartis comme suit. On a bien sûr les globules blancs, qu'on appelle les leucocytes, les érythrocytes, ou là les hématies, qui sont plus communément appelés les globules rouges, et les thrombocytes, safa ehtewak, les plaquettes. Les globules rouges ne contiennent pas de noyau, ils ont une forme biconcave qui va servir qui ont un rôle très important pour transporter l'oxygène grâce à leur hémoglobine. Les plaquettes, eux, sont des fragments d'une grosse cellule, le mégacariocyte présent au niveau de la moelle osseuse. Ils vont servir pour les différents phénomènes qui arrivent au niveau de l'hémostase. Les leucocytes, eux, sont des cellules complètes qui sont du coup les fameux globules blancs qui auront un rôle immunitaire. La formation de ces éléments figurés, de ces cellules sanguines, porte un nom, c'est l'hématopoïèse. C'est l'ensemble des phénomènes et des étapes de division, de différenciation et de production de ces cellules sanguines. À partir d'une cellule souche indifférenciée, qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique pluripotente ou alors l'hémocytoblast, on obtient du coup des progéniteurs, des précurseurs et ensuite les cellules sanguines matures Tawana. Les érythrocytes, eux, qui ont un rôle clé pour transporter les gaz grâce à leur hémoglobine, ont, euh, vont être produits par cette hématopoïèse qui va porter le nom d'érythropoïèse pour la production de ces globules rouges. On va produire 2 à 3 millions par seconde et leur durée de vie va durer entre 100 et 120 jours. La FNS, la formule numération sanguine, peut nous donner le nombre de globules rouges, d'érythrocytes normal chez des individus. Par litre de sang, on obtiendra 5,4 fois 10 puissance 12 globules rouges chez l'homme et 4,8 fois 10 puissance 12 chez la femme. Ce chiffre va varier par millimètre cube. Tu obtiendras 5,4 millions et 4,8 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Les leucocytes, eux, les globules blancs, sont représentés du coup par plusieurs variétés, plusieurs lignées de cellules. Les cellules qui nous intéressent sont les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires, les granulocytes. Les lymphocytes, avec leur type B, T, etc., vont représenter 25% des globules blancs. Les monocytes, les macrophages du sang, comme on aime les appeler vulgairement, vont représenter 3 à 8% des globules blancs.
Les polynucléaires, qui sont les granulocytes, vont différer à l'ahsab le type تاعهم et à l'ahsab le cytoplasme تاعهم. Les plus communs au niveau du sang seront les polynucléaires granulocytes neutrophiles, 50% des globules blancs. Les eosinophiles sont plus rares, 2 à 4%, et les basophiles seront encore plus rares, 0,5 à 1%. La FNS, la formulation sanguine, la numération formule sanguine, va nous donner du coup un chiffre 4,8 jusqu'à 11, voire 10,8 fois 10 puissance 9 globules blancs par litre de sang. Leur fonction est une fonction bien sûr immunitaire. Ils vont protéger l'organisme TANA contre les différentes infections bactériennes, virales, parasitaires ou même des cancers par le biais des cellules tumorales. Leur durée de vie ne va pas dépasser 9 jours. Donc elle va aller du coup de 6 heures à 9 jours, donc de 0,5 jours jusqu'à 9. Le procédé qui permet, à partir d'une cellule souche, d'obtenir les différentes lignées des globules blancs, c'est la leucopoèse. C'est l'hématopoèse pour justement les leucocytes. Les plaquettes, eux, ou là les thrombocytes, sont issus des cellules géantes qu'on appelle les mégacariocytes. Elles ont un rôle essentiel au niveau de la coagulation sanguine, au niveau des phénomènes de l'hémostase. Leur durée de vie va être d'approximativement 10 jours et on aura 150 à 350 fois 10 puissance 9 plaquettes par litre de sang. Ce chiffre-là va devenir 150 à 350 000 plaquettes par millimètre cube de sang. L'hémostase maintenant n'est rien d'autre que l'ensemble des mécanismes et des phénomènes qui permettent, après une lésion localisée au niveau d'un vaisseau, qui va donner un saignement, d'arrêter ce saignement. Cette hémostase va se faire selon des étapes, en 3 temps. Le premier temps sera le temps vasculaire, qui va permettre justement une vasoconstriction du vaisseau qui a été lésé. Le but est de limiter le flux sanguin qui va passer par ce vaisseau et donc de limiter la perte de sang. On va essayer aussi de recoller les bouts des endothéliums, des cellules endothéliales qui ont été justement déchirées et qui ont donné naissance à cette brèche. Le temps plaquettaire ensuite, deuxième étape, deuxième temps, c'est l'étape qui va permettre de former un bouchon, un clou à partir de mes thrombocytes, à partir de mes plaquettes pour boucher cette brèche qui donne du coup le saignement. Tout commence à partir des plaquettes qui vont en temps normal pas s'agréger en contact de l'endothélium, mais qui vont s'agréger et du coup former notre clou plaquettaire au contact de la couche sous-endothéliale qui contient donc du collagène. Ce collagène va être collé aux différentes plaquettes par le biais d'un facteur, d'une protéine circulant dans le sang qu'on va appeler le facteur de Willebrand. Ce facteur de Willebrand va faire attacher le collagène aux différents thrombocytes qui ont été activés par la présence du collagène et qui ont subi des modifications morphologiques. Ils auront une forme sphérique, ils émettront donc des prolongements, des pseudopodes, et sécréteront plusieurs hormones et facteurs qui joueront un rôle très important au niveau de cette hémostase. Les différents facteurs qui vont sortir et qui vont être sécrétés par les plaquettes sont l'ADP, qui permet une bonne liaison entre les plaquettes et l'activation des autres plaquettes, la sérotonine, le thromboxane A2, sérotonine qui va jouer un rôle sur la vasoconstriction du temps vasculaire de ce vaisseau qui a été lésé, et des facteurs plaquettaires. Facteur plaquettaire 4, facteur plaquettaire 3, qui auront un rôle pour soutenir les réactions de coagulation qui viendront juste après. L'agrégation de ces plaquettes va se faire grâce à une autre protéine. Donc, le facteur de Willebrand va coller les premières plaquettes avec le collagène. Des autres plaquettes vont se coller entre eux-mêmes par le biais de récepteurs. Ces récepteurs-là vont être tenus les uns aux autres par le biais d'une protéine très importante au niveau du sang, c'est le fibrinogène. Cette étape-là, donc ce temps-là plaquettaire avec le temps vasculaire, constitue ce qu'on appelle l'hémostase primaire. L'étape qui va venir juste après sera la coagulation, qu'on appelle aussi l'hémostase secondaire. L'objectif, c'est qu'à partir de ce clou blanc, de cette agrégation, de cet agrégat plaquettaire qui est tenu par le fibrinogène, on puisse solidifier et renforcer ce clou-là
en transformant le fibrinogène qui est soluble dans le sang en une molécule moins soluble qui est la fibrine. Cette transformation du fibrinogène en fibrine va permettre donc de former un caillot sanguin, c'est-à-dire plusieurs cellules, plusieurs éléments figurés du sang vont être pris au piège par le réseau de mailles de la fibrine et donc donner la formation de ce qu'on appelle un clou rouge, un caillot qui va permettre de stopper le saignement au niveau du vaisseau lésé. Cette coagulation contient elle aussi plusieurs étapes, 3 étapes qui vont se succéder euh, avec avec l'intervention de plusieurs protéines, plusieurs facteurs circulant au niveau du plasma et à l'extérieur du plasma. Ce sont les facteurs de coagulation. Le facteur numéro 1 n'est rien d'autre que ce fameux fibrinogène qui va être transformé en fibrine par le biais du facteur numéro 2 qui est la thrombine. Cette thrombine, qui est une enzyme très importante pour transformer le fibrinogène en fibrine, est présente dans le sang à l'état inactif, la prothrombine. Et pour l'activer, passer de la prothrombine à la thrombine, on a besoin d'autres facteurs, de 12 autres facteurs de coagulation qui vont porter des chiffres romains à l'ahsab, la découverte historique. Le facteur numéro 3 est le facteur tissulaire qui n'est pas présent à l'intérieur du plasma, qui va initier la coagulation avec la voie exogène, la voie extrinsèque. On a remarqué que le calcium joue aussi un rôle dans cette coagulation, c'est le facteur numéro 4. La proaccélérine est le facteur numéro 5. Le facteur numéro 6 est absent car on a remarqué que ce n'était rien d'autre que l'accélérine, le facteur 5 activé, le facteur numéro 7, proconvertine, et les facteurs 8 et 9 sont les facteurs anti-hémophiliques A et B. Ces facteurs anti-hémophiliques A et B, dans le cas où dans le cas où leur dosage n'est pas suffisant, leur taux est insuffisant, on aura une maladie qu'on appellera l'hémophilie. Cette hémophilie est caractérisée par une coagulation insuffisante qui nous donnera donc de gros risques d'hémorragie chez le patient. Le facteur 10 c'est un facteur très important qui est le facteur de Stuart. Le 11, 12 et 13 sont des facteurs qui interviendront dans la coagulation. Mention spéciale pour le facteur 13 qui est un facteur qui ne va pas intervenir directement dans la cascade de réactions qu'on s'apprête à étudier, mais plutôt qui va venir stabiliser la fibrine une fois qu'elle sera formée. On a aussi d'autres protéines, d'autres facteurs qui ne portent pas de chiffre romain comme le kininogène à haut poids moléculaire, le HPM, ou bien alors la précalicréine. Ces facteurs-là sont généralement donc des enzymes. Ils seront responsables d'une activité enzymatique. C'est le cas particulièrement donc de la thrombine, du facteur 9 activé, du facteur 10 activé. Ces différentes enzymes auront besoin pour catalyser leur réaction de support et de cofacteurs. Le facteur plaquettaire 3 sera un support des différentes réactions et les facteurs 8 et 5 seront des cofacteurs. Le facteur 8 sera un cofacteur et va jouer avec le facteur 9 activé pour créer un complexe et activer et faire du coup et jouer sur l'activité enzymatique تاعهم. Et le facteur 5 sera un cofacteur pour le facteur 10 activé qui aura une activité enzymatique bien déterminée. Les facteurs 2, 7, 9 et 10 et 5 sont synthétisés par le foie. Je répète, les facteurs 2, 7, 9, 10 et 5 sont synthétisés par le foie. Parmi eux, on a le 2, 7, 9 et 10 qui sont dépendants de la vitamine K. L'hémostase secondaire, donc, la coagulation va se faire grâce à ces facteurs de coagulation selon 3 temps, 3 étapes. Première étape, c'est la thromboplastinoförmation. Le but est d'activer le facteur numéro 10. Elle va s'effectuer par 2 voies, la voie exogène et la voie endogène. La voie exogène est rapide, elle va durer 12 à 20 secondes, tandis que la voie endogène sera beaucoup plus lente, elle durera 3 à 8 minutes. La voie endogène, qui est la plus lente et la plus compliquée, va commencer avec l'activation du facteur 12. Ce facteur 12, avec la présence du collagène et donc de cette brèche, va s'activer. L'activation du 12 va induire l'activation du 11 qui va lui-même activer le facteur 9. Ce facteur 9, qui est l'anti-hémophilique B, va activer lui aussi le facteur 8, anti-hémophilique A, et les deux vont avoir une activité enzymatique très importante en créant un complexe qui va activer le facteur 10. C'est la thromboplastinoförmation intrinsèque ou alors endogène. La voie exogène ou alors extrinsèque
est plus simple et dure moins longtemps. Avec la brèche et l'ouverture de notre endothélium et de notre vaisseau sanguin, un facteur, le facteur numéro 3, le facteur tissulaire, qui n'est pas présent au niveau du plasma, plutôt présent dans les tissus environnants qui vont entourer donc le vaisseau sanguin, va rentrer au niveau du sang et activer, s'accoler et activer le facteur numéro 7, qui avec le calcium vont permettre d'activer directement le facteur 10. C'est la thromboplastinformation extrinsèque, la voie extrinsèque ou alors exogène. Après cette thromboplastinformation, nous aurons la phase de thrombinoformation. On va essayer de former la thrombine à partir de la prothrombine. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'activation du facteur 10, ce facteur 10-là va, avec son cofacteur, le facteur 5, former un complexe qui va utiliser le facteur 3 plaquettaire et le calcium, qu'on va appeler le complexe prothrombinique, la prothrombinase, qui est une enzyme qui va permettre la transformation de la prothrombine en thrombine. Une fois qu'on a formé cette thrombine, viendra la dernière étape, la fibrinoformation. La thrombine va catalyser du coup la transformation du fibrinogène en fibrine. Cette dernière étape, avec l'étape qui vient juste avant, c'est-à-dire la thrombinoformation, dure toutes les deux 4 secondes. Elles sont très rapides. Après cette hémostase secondaire, on a une dernière étape qui ne fait pas partie de l'hémostase, selon plusieurs auteurs, qui va plutôt permettre de mettre fin ou bien de détruire le caillot sanguin qu'on vient de former. Lorsque l'endothélium se réparera et que le vaisseau sanguin ne sera plus lésé, le caillot sanguin ne servira plus à rien. Il est au contraire gênant car il ne permet pas une bonne perméabilité du vaisseau, c'est-à-dire la sortie et l'entrée de différents éléments présents au niveau du sang. Donc pour assurer la reperméabilisation du vaisseau, nous allons donc détruire la fibrine et donc le vaisseau par le biais de cette étape qui est la fibrinolyse. La première étape de cette fibrinolyse sera la rétraction du caillot. Les plaquettes possèdent de l'actine et de la myosine qui va leur donner une propriété contractile. La contraction va faire abaisser le volume de ce caillot au Israr. Le fait est que Israr sera la première étape donc de la fibrinolyse. Ensuite, ce caillot-là va être détruit par effritement. Il va sous l'action donc d'une enzyme qu'on va appeler la plasmine. Cette plasmine n'est pas présente sous sa forme activée dans le sang, dans le plasma. Elle est présente sous sa forme non activée qu'on va appeler le plasminogène. Ce plasminogène est activé par un facteur qui est une protéine qui est sécrétée par l'endothélium. C'est le facteur tissulaire activateur du plasminogène, le TPA. Ce TPA va activer le plasminogène qui se transforme en plasmine et qui va donc dégrader la fibrine. C'est la fibrinolyse. Les produits de dégradation de la fibrine, donc le résultat de l'effritement de la fibrine, seront appelés et donc les PDF. Parmi ces PDF, on a des produits spécifiques importants pour le dosage qui sont les dédimères. Dernière étape de notre résumé, c'est que cette hémostase peut être sujette donc à des pathologies, à des maladies, à des anomalies. Donc c'est important donc d'explorer et d'appliquer des tests sur donc les différentes étapes de l'hémostase. On va commencer par l'exploration du temps vasculaire qui va se faire par le biais de 2 méthodes. La première méthode, la plus importante, c'est le temps de saignement. On va appliquer donc une brèche, ou du moins on va appliquer donc un saignement sur la partie du corps d'un patient, que ce soit le lobe de l'oreille pour la méthode de Duke, ou alors la partie antérieure de l'avant-bras pour la méthode Divi, et nous allons mesurer le temps nécessaire pour l'arrêt du saignement. Ce temps doit être compris entre 3 et 4 minutes pour la méthode de Duke et 4 à 8 minutes pour la méthode Divi. S'il est allongé, c'est-à-dire qu'il va dépasser 4 minutes ou bien dépasser les 8 minutes, on peut suspecter donc une anomalie soit au niveau du temps vasculaire, soit au niveau du temps plaquettaire, donc une anomalie au niveau des plaquettes, ou alors une anomalie au niveau du temps de Villebrand. Donc le temps de saignement est un test pour explorer l'hémostase primaire. On peut aussi apprécier, tester la résistance ou alors la fragilité des capillaires par le biais donc d'une application d'une pression par le biais du signe du lacet, en appliquant donc une pression suffisante au niveau du bras grâce à un brassard
de tensiomètre ou alors grâce à un garrot et observer la présence ou bien l'apparition de petits points rouges au niveau de l'avant-bras. Ces petits points rouges sont ce qu'on appelle des pétéchis, qui vont faire référence donc à l'explosion, entre guillemets, des vaisseaux, des petits vaisseaux, donc des capillaires et la sortie du sang. Même chose avec la ventouse. On peut appliquer une succion, donc en appliquant une ventouse sur notre, euh, notre avant-bras et observer le nombre de pétéchis qui va refléter la résistance ou bien la fragilité de nos capillaires. Pour explorer le temps plaquettaire, on peut aussi appliquer le temps de saignement, même chose. Et aussi, faire une FNS pour voir la numération donc de nos plaquettes. Elles doivent se situer, le nombre de plaquettes doit se situer entre 150 000 à 300 000 thrombocytes par millimètre cube de sang. Si le nombre est inférieur, on a ce qu'on appelle une thrombocytopénie. Si le nombre est supérieur, donc ici on a un risque d'hémorragie, et si on a un nombre supérieur à 400 000, on a ce qu'on appelle une hyperplaquetose ou alors une thrombocytose, qui risque de me donner un risque de formation de thrombus, qui risque de me bloquer certains vaisseaux. On peut aussi appliquer des tests de qualité sur les plaquettes, mesurer la fonction de ces plaquettes, voir leur durée de vie, ou alors faire le test de la rétraction du caillot et voir si les plaquettes vont se contracter et donc euh, faire diminuer le volume de ce caillot qui s'est formé. Pour explorer la coagulation, l'hémostase secondaire, nous allons appliquer une série de tests à l'Ahsab qui vont permettre donc d'explorer la voie endogène, la voie exogène, la fibrinoformation et ce qui viendra après la coagulation, la fibrinolyse. Pour explorer la voie endogène, nous allons appliquer plusieurs tests. Le plus important de ces tests, c'est le temps de céphaline actif, le TCA. Ce TCA consiste donc à prendre le plasma d'un patient, d'y mettre donc du calcium et la céphaline, qui sera un substitut plaquettaire, pour explorer la voie endogène et vérifier s'il y a une anomalie. Elle explorera donc la voie endogène et ce qu'il y a ce qui viendra après, c'est-à-dire la fibrinoformation. On peut détecter des anomalies au niveau des facteurs 12, 11, 9, 8 pour la voie endogène et au niveau du facteur 10 et 5 pour la voie commune et pour les facteurs 2 et 1 au niveau de la fibrinoformation, c'est-à-dire la thrombine et le fibrinogène. Il est censé être de 30 à 40 secondes et il est pathologique s'il dépasse de 10 secondes ce temps-là par rapport surtout à un témoin qu'on utilisera avec le test. Pour explorer la voie exogène, le test le plus important est le temps de Quick, le TQ, qu'on appelle aussi le temps, bien le taux de prothrombine, le TP. Même principe, on prendra le plasma d'un patient, on y mettra de la thromboplasine, c'est-à-dire le facteur tissulaire numéro 3, avec du calcium, et on mesurera donc le temps de coagulation, le temps nécessaire pour que le sang coagule. Il va mesurer donc la voie exogène, donc la voie 7, le facteur 7 et la voie commune avec le facteur 10 et 5, et ce qui viendra après, c'est-à-dire la fibrinogène avec le fibrinogène, le facteur 1, et la thrombine, le facteur 2. Il doit être entre 12 et 14 secondes, situé au niveau de cette tranche-là, et il sera considéré comme anormal et pathologique s'il dépasse de 2 secondes le temps d'un témoin qu'on utilisera avec ce test. L'exploration de la fibrinoformation utilisera donc déjà dans un premier temps le dosage du fibrinogène qui doit se situer entre 2 et 4 grammes par litre. Et on utilisera deux autres tests qui vont mesurer le temps de coagulation lorsque on y mettra de la thrombine pour sauter toutes les étapes de la voie exogène, de la voie endogène et de la voie commune. Le temps de coagulation ne doit pas dépasser les 15 à 20, ne doit pas dépasser les 20 secondes. Il ne doit pas dépasser de 5 secondes celui d'un témoin, sinon il sera considéré comme étant pathologique. Même principe pour le temps de reptilase, c'est un test où on va kiff mesurer le temps nécessaire pour que le sang, le plasma coagule, sans mettre de la thrombine, mais plutôt de la reptilase, qui est une enzyme qui fait le même travail que la thrombine, mais qui est présente au niveau des reptiles. L'expiration de la fibrinolyse sera faite du coup par le dosage de différents facteurs, donc les PDF, les produits de dégradation, les dédimères, le facteur activateur du plasminogène, le TPA, l'inhibiteur TAO, le PAI, la plasmine, le plasminogène, sans oublier le test de lyse des euglobines.
On va cette fois-ci mesurer le temps, cette fois-ci non pas de la coagulation, comme avec le test de Quick et le test du TCA, ou alors le temps de thrombine. On va mesurer le temps nécessaire pour la dissolution, la fibrinolyse, la dissolution d'un caillot. Il doit être en temps normal supérieur à 3 heures. Il est considéré comme étant pathologique. Il est inférieur à 3 heures. Pour dépister les altérations, ou du moins les anomalies au niveau de l'hémostase, qu'elles soient primaires, secondaires ou bien même au niveau de la fibrinolyse, nous allons appliquer les tests les plus importants sur 6 cas de figure. Le temps de saignement, ou bien le test de saignement, va permettre d'observer ou bien d'apprécier si on a des anomalies au niveau de l'hémostase primaire. Le taux de plaquettes permet donc de nous informer si on a une thrombopénie ou pas. Le temps de Quick, le TQ et le TCA. Le TQ va permettre de mesurer, de voir et d'explorer la voie exogène. Le TCA va m'explorer la voie endogène. Si dans un premier cas de figure, nous avons un temps de saignement allongé et un taux de plaquettes bas, automatiquement, nous allons penser à une thrombopénie qui sera le diagnostic car on a un manque de plaquettes qui va affecter l'hémostase primaire. Dans le deuxième cas de figure, si nous avons le temps de saignement allongé avec le taux de plaquettes qui est normal, nous allons cette fois-ci non pas penser à une baisse du nombre de plaquettes, mais plutôt à un manque de fonctionnalité THOM, une thrombopathie acquise ou congénitale. Si dans un troisième cas de figure, nous avons ce temps de saignement qui est allongé, qui est anormal, avec un TCA qui est allongé, un temps de céphaline actif allongé, nous allons penser donc à la maladie de Willebrand, car un manque ou une insuffisance au niveau de ce facteur de Willebrand impactera négativement l'hémostase primaire, mais aussi la voie endogène, car le facteur de Willebrand est un transporteur du facteur anti-hémophilique A, c'est-à-dire le facteur 8. Donc, le manque de ce facteur de Willebrand risque de me causer une perturbation au niveau du facteur 8, le facteur anti-hémophilique. Dans un quatrième cas de figure, si nous avons uniquement le TCA qui est allongé, nous allons tout de suite penser à une anomalie des facteurs intervenant donc dans la voie endogène. Le facteur 12, le facteur 11, le facteur 9, le facteur 8. Au niveau du cinquième cas de figure, si tous les tests sont perturbés et qu'on a une altération du temps de saignement, du taux de plaquettes, du TQ et du TCA, nous allons penser à une maladie qui est la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, où le patient va donc subir au niveau de ses vaisseaux sanguins une coagulation accrue avec une fibrinolyse accrue qui risque d'être dangereuse pour sa santé et sa vie. Dans le sixième cas de figure, si nous avons le TQ et le TCA tous les deux perturbés, mais aucune perturbation au niveau du taux de plaquettes et du taux de saignement, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. Parmi elles, une anomalie au niveau de la fibrinoformation, qu'on peut donc vérifier par le biais du dosage du fibrinogène et l'application de tests supplémentaires. Si le fibrinogène est à un taux normal, nous allons appliquer le test du temps de thrombine pour vérifier si on a un problème avec la thrombine ou avec le fibrinogène, ou alors si notre patient prend des anticoagulants qui risquent donc d'affecter cette fibrinoformation. Si le temps de thrombine est allongé, nous allons devoir faire un test de reptilase pour vérifier les deux hypothèses. Si le temps de reptilase est normal, nous avons la confirmation que notre patient prend des anticoagulants qui affectent négativement la thrombine. C'est pour ça qu'on l'a trouvé du coup allongé, que ça affecte négativement la coagulation ternant. Si au contraire, le temps de reptilase est lui aussi allongé, automatiquement, nous allons conclure et diagnostiquer que le problème n'est pas au niveau de la thrombine, n'est pas au niveau de sa prise d'anticoagulant, mais plutôt au niveau de son fibrinogène qui n'est pas fonctionnel comme il devrait l'être. On diagnostique donc une dysfibrinogénémie. On peut avoir une autre hypothèse qui est le déficit, les facteurs de coagulation qui interviennent au niveau de la voie exogène et de la voie endogène. Donc nous allons faire un dosage de certains facteurs. Si nous remarquons au niveau des résultats que le facteur 2, 7, 9, 10 et 5 sont diminués, ce sont tous des facteurs qui sont localisés au niveau, qui sont fabriqués par le foie, et qu'après un test de Kohler qui va vérifier si on a un manque de vitamine K ou pas, nous allons diagnostiquer une lésion, un problème au niveau du foie, des lésions donc hépatiques. Si au contraire, au niveau de ces résultats du dosage, nous allons remarquer un manque au niveau des facteurs 2, 7, 9, 10,
que le facteur 5 est tout à fait normal et que le test de Kohler est positif, nous allons donc diagnostiquer un déficit au niveau de la vitamine K et non pas une lésion au niveau du foie. C'était tout pour le résumé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.